Le monde du sport automobile et plus particulièrement de l'endurance ne cesse d'évoluer. En 2026, nous fêterons les 20 ans du GT3, une catégorie qui a présidé à une certaine révolution de la catégorie Grand Tourisme depuis ses débuts, notamment sur le format Endurance. Et cette Endurance sera le thème de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Pour cela, je serai avec Laurent Mercier et nous allons un petit peu discuter, débattre de l'état des lieux de l'endurance dans sa globalité, que ce soit évidemment en GT mais également en prototype, puisque sur ce paramètre-là, les choses ont également bien changé depuis plusieurs années. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, salut, on va débattre donc aujourd'hui de l'état des lieux de l'endurance en 2025, donc avant une année 2026, comme je le disais en introduction, qui verra notamment la célébration des 20 ans du GT3, et on s'est dit qu'il serait intéressant de faire un petit peu l'état des lieux de l'endurance au sens large, puisque l'endurance n'est pas que le grand tourisme. Le prototype est évidemment la pierre angulaire de la discipline, et Laurent, comme on va le voir, ça a beaucoup changé déjà depuis quelques années. Alors si on remonte effectivement à la trame des 20 ans, c'est encore plus prégnant, encore plus visible. Et le premier point, Laurent, que j'ai envie d'aborder avec toi sur cette évolution de l'état des lieux de l'endurance, c'est que l'offre, en fait, pour les équipes et les pilotes, c'est en fait largement développé depuis les récentes années, et même donc depuis une vingtaine d'années. Salut Pierre, je sais pas si ma voix va tenir jusqu'à la fin, mais on va essayer. Déjà, alors tu disais à juste titre que le GT3 allait fêter ses 20 ans l'année prochaine. Ce sera le cas d'Endurance Info aussi. Et si tu fais un petit parallèle par rapport à ce qu'on suivait nous comme championnat au début d'Endurance Info, on suivait 10 championnats, donc il y en avait quand même nettement moins, on va dire, et l'offre était nettement moins importante qu'en 2025. Et si tu veux, cette année, on arrive à en couvrir presque 20. Tu vois, donc on a quasiment doublé la superficie des championnats. Donc c'est sûr que il y a beaucoup d'offres. Donc maintenant la question de savoir, c'est est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'offres, ça a tendance un peu à diluer. Sauf qu'on se rend compte quand même qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui multiplient les programmes. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Exactement, il faut pour les promoteurs attirer ces équipes, puisque comme tu le dis, la multiplication de l'offre forcément multiplie les demandes, multiplie les envies, que ce soit des pilotes ou des équipes, selon les formats. On sait que l'endurance, on le voit en GT World Challenge Europe, Laurent commence à partir de 3 heures de course pour cette série spécifique, mais on voit que les formats, les championnats se multiplient. On a des 6 heures, on a des 10 heures, on a des 12 heures, des 24 heures, on a même des 25 heures pour certaines épreuves. Comment toi tu analyses aussi cette multiplication de l'offre? Comme tu le disais, il y a de plus en plus de promoteurs qui sont venus se greffer un petit peu au grand championnat qu'on avait, que ce soit le championnat du monde d'endurance depuis 2012 dans sa forme actuelle, on va l'appeler, ou à l'époque des épreuves plus FIA GT, on va dire, ou évidemment je parle des 24 heures Nürburgring, 24 heures de Spa qui sont là depuis très longtemps. On voit que même dans les promoteurs historiques, chez SRO, on a aussi multiplié l'offre, notamment avec l'Intercontinental GT Challenge, qui est vraiment pure endurance, avec des courses minimum. Laurent, on en est à 8 heures pour la manche d'Indianapolis. Est-ce que ça a été une obligation, selon toi, pour les promoteurs, en fait? Fut un temps quand même, il y a encore pas si longtemps que ça, si tu veux, ça intéressait quand même les équipes justement aussi de multiplier les programmes parce que si tu fais plusieurs programmes avec ta voiture, tu la rentabilises plus. Maintenant, il faut trouver des pilotes et c'est sûr que si tu veux parler de l'IGTC, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même des manches qui sont lointaines avec Suzuka et Indianapolis et Bathurst. Maintenant, sans faire d'ombre au championnat, ça reste quand même, l'IGTC, ça reste quand même un championnat très honorifique. Et c'est un championnat de constructeurs, surtout. C'est un championnat de constructeurs, mais c'est un championnat qui coûte cher. Et à la base, tu vois, l'IGTC, sur le papier, c'était hyper intéressant parce que l'idée, c'était de se maquer un petit peu avec des équipes locales, tu vois, pour faire rouler les voitures. Et puis, on s'est rendu compte finalement que oui, il y en a. On l'a vu à Suzuka et à Indianapolis, et même à Bathurst d'ailleurs. Mais que c'est quand même des équipes européennes pour pas mal d'entre elles qui vont rouler sur toutes ces manches IGTC.
Tout dépend en fait du constructeur et de sa diffusion en fait sur les marchés. On voit notamment BMW qui a fait notamment confiance à WRT, même s'il y avait quelques équipes durant la saison. On l'a vu à Suzuka ou à évidemment Indianapolis, puisque le marché américain est très important pour BMW. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a quand même des équipes qui ont été européennes qui ont été mandatées par le constructeur pour répondre à ce programme. Ouais, et puis enfin moi je sais même pas. Enfin, tu vois, toutes ces équipes qui roulent à l'international, moi je leur tire mon chapeau parce que je sais même pas comment elles font financièrement. Quand tu vois ce que ça coûte un programme, c'est hors de prix. Tout a augmenté. Le carburant, les pneus, les engagements, les déplacements en avion, les déplacements en bateau, tout a augmenté. Tout. La location des circuits, les voitures, le prix des voitures, le prix des Evo. Donc les baquets se vendent quand même de plus en plus cher. Maintenant, on peut pas nier que l'endurance a le vent en poupe, hein. Tu le vois avec de plus en plus de pilotes jeunes qui arrivent, qui mettent moins cher que pour aller rouler en F2. Pour faire d'Erjo en F2, bah, pour le même prix, voire moins cher, tu peux arriver peut-être à briller, à te faire repérer en GT ou en P2. Il y en a qui l'ont expérimenté. Donc ça aussi, ça fait partie du développement de l'endurance. Et ouais, il y a de plus en plus de championnats, il y a de plus en plus de voitures sur les championnats internationaux. Finalement, tout le monde, dans l'ensemble, franchement, tout le monde arrive quand même à tirer son épingle du jeu, hein. Oui, c'est sûr que cette multiplication de l'offre, mécaniquement la dilue aussi, hein, puisqu'il plus de promoteurs, plus de championnats, mécaniquement, on pourrait penser à ce que les grilles soient un petit peu moins remplies, mais Laurent, c'est le point suivant. On voit que les grilles de départ en endurance, elles, continuent à faire le plein. On va évidemment prendre l'exemple du WEC qui fait le plein chaque année là, depuis quelques temps avec le lancement du LMGT3. On voit que le GT World Challenge Europe Endurance, pour sa partie Endurance, fait le plein. On voit les grilles de départ des 24 heures de Nürburgring ou des 24 heures de Spa qui sont pleines. Même l'IGTC, comme on en parlait comme premier exemple, a fait le plein malgré effectivement ce format un petit peu différent. Laurent, on peut parler, ça va être une manche qui aura lieu ce week-end. On est le 2 décembre quand on enregistre ce podcast. Il y a une manche des 12 heures de Malaisie, de Créventic. On voit que la grille de départ est plutôt convenable. On voit que les 24 heures de Dubaï vont encore faire le plein. En fait, cette dilution de l'offre n'a pas dilué les grilles. C'est assez paradoxal parce que tu prends l'exemple des 24 heures de Dubaï. Moi, je me souviens quand j'allais aux 24 heures de Dubaï, je crois que la première fois que j'ai dû y aller, ça devait être, je sais pas, 2008. 2008, si tu veux, tu avais déjà des GT3, mais on était quand même qu'à c'était début 2008 et le GT3 était lancé en 2006, tu vois, donc c'était encore les débuts. Donc il y avait vraiment très peu de GT3. Il y avait encore des GTE qui pouvaient rouler. Enfin, certaines, il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même. Et tu avais plein de petites voitures. Je me souviens avoir vu rouler des Clio, avoir vu rouler des C1, enfin, tu vois, et des Ford Fiesta. Et par contre, tout ça en 24 heures de Dubaï, où c'était des programmes, on va dire, entre guillemets, amateurs, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, en mois de janvier, là, t'auras quoi? T'auras 30 voitures en 24 heures de Dubaï. T'as un championnat Asian Le Mans Series qui va quand même à Sepang, à Dubaï, à Abu Dhabi, où il faut envoyer les voitures super tôt, où c'est quand même un championnat qui coûte quand même un bras. Mais c'est plein. Tu vois, t'as même un comité de sélection. T'as pas de comité de sélection pour le WEC. Parce qu'on dépasse pas la limite, hein, parce que c'est très cadenassé en nombre d'hypercars et très cadenassé en nombre de GT. En plus, je sais pas, on a construit des stands supplémentaires à Imola. Pour l'instant, je pense pas qu'ils aient beaucoup servi. Mais c'est difficile après d'accepter, je comprends tout à fait, difficile d'accepter une autre marque en GT. Pourquoi tu as une équipe en GT qui aurait plus de voitures qu'une autre? Maintenant, avec plus de voitures en prototype, ça va peut-être le faire. Mais tu prends le LMS, il y a un comité de sélection. Le GT World Challenge Europe, on ne doit pas en être loin. Le GT4 Europe, ces dernières années, c'était quand même complet. L'Asian Le Mans, il y a eu un vrai comité de sélection parce qu'il y a quand même 7-8 voitures en GT qui sont restées tankées. Donc le GT Open, tu vois, il y a quelques années, qui était un petit peu sur la pente descendante, le GT Open, ça cartonne parce que c'est du programme. Et il y a aussi de plus en plus, et ce qui a aussi développé le truc, c'est que il y a de plus en plus d'offres pour l'amateur. Tu vois, tu as l'amateur, entre guillemets, qui peut rouler, par exemple, je sais pas, je te prends en Ultimate Cup. Après, il peut aller rouler en GT Open, selon son niveau et son budget aussi. Et après, tu peux aller rouler, tu peux aller jusqu'en WEC. Je veux dire, c'est pas trahir un secret de dire qu'en WEC, la liste des gentlemen en bronze, je vais pas dire qu'il y a 5 ans d'attente, mais t'en as 3 qui partent, t'en as 5 qui arrivent. Et c'est des programmes à 5 millions d'euros. Oui, En donc là, il y a GT. une sélection aussi financière. Financière, il y a aussi une sélection, par le niveau. Si t'es vraiment un clampin, tu vas pas aller rouler en WEC. Je veux dire, ça me paraît un peu limite.
Maintenant, mais ça n'engage que moi, je trouve que le niveau des amateurs est plus élevé en GT World Challenge Europe qu'en WEC. Oui, oui, bah on le voit, Laurent, on voit la classe bronze hein, en GT World Challenge qui est plus que relevé, hein, et notamment avec aussi, il y a eu l'attrait hein, de cette invitation aux 24 heures du Mans qui a fait qu'également le niveau là, ces dernières années a augmenté parce que c'est devenu une porte d'entrée possible aux 24 heures du Mans, tout comme ça l'est un petit peu en Asian Le Mans Series. Hein, Laurent, on voit que le niveau de l'Asian Le Mans Series en GT en bronze est très élevé. C'est très élevé. Et le truc, c'est que maintenant, même les gentlemen, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais les mecs, ils sont le cul dans une voiture de course tous les week-ends. Ouais, limite autant que certains pilotes pro pour certains programmes. Ouais. Exactement. Donc les mecs n'arrêtent pas de rouler, les mecs se font coacher, les mecs font du simulateur, ce qui n'était pas le cas vraiment avant, parce qu'on a affaire à enfin, en grande partie à des hommes d'affaires, donc ont quand même un métier qui doivent quand même gagner de l'argent. Et tu vois de plus en plus de gens aussi, notamment en IMSA, qui ont gagné beaucoup d'argent, voire même énormément d'argent, qui ont vendu leur boîte et qui maintenant sont entre guillemets rentiers et maintenant qui s'éclatent en sport auto et qui roulent en IMSA, qui roulent en ELMS ou qui vont faire plusieurs courses dans l'année et qui ont un niveau. Tu prends un PJ Hayat, ah putain, un PJ Hayat en bronze, ça commence à pédaler. Tu prends un George Kurtz avec l'expérience, bah c'est pareil, c'est des mecs qui vont vite. Autre élément, Laurent, on voit qu'on a beaucoup parlé du GT, on sait que la technique, les voitures ont aussi beaucoup évolué sur le plan de l'accessibilité, hein, avec les aides, notamment l'ABS, le traction control. Bon, c'est sûr que c'est des choses qui facilitent la donne, mais en proto aussi, on voit que l'offre s'est multipliée. Hein, il n'y a plus que le seul LMP2 ou LMP1 pour les anciennes époques. On voit que le LMP3 est là, on voit que il y a la Nova NP02 dont beaucoup de gens parlent. Il y a ça aussi qui a fait que les championnats endurance se sont développés parce que l'offre aussi en termes de voitures s'est multipliée. Et on va dire, c'est ouverte sur le plan technique pour des pilotes aussi moins expérimentés à la base. Ouais, tout à fait. Et après, à côté de ça, t'as aussi des gentlemen qui se font plaisir en LMP2. Tu vois, il y a le GT3, certes, il y a le GT4, qui est quand même la catégorie d'appel en GT. Et après, tu as des pilotes, tu prends un cas comme François Perraudot, bah, en P2, tu vois, au début, quand il est venu en P2, c'était un peu compliqué. Revenu en GT et revenu en P2, et en P2, ça marche. Donc on a des pilotes, et tu vois, et le truc, c'est que la saison prochaine, même l'Asian Le Mans Series s'ouvre à la catégorie hypercar. Alors, bon, ça, chacun, je pense, a un avis sur le sujet. Moi, perso, je comprends pas trop le sujet, mais bon, après, c'est que mon avis personnel et je pense que si on a ouvert la catégorie, j'espère c'est qu'on a la certitude d'avoir un certain nombre de voitures. Même si on a déjà vu que BBM Sport avec la 9X8 première génération sans aileron était intéressé pour faire rouler les voitures. Moi perso, je vois pas trop l'intérêt. Tu peux pas avoir de carotte pour aller au Mans en hypercar avec les bronzes. Enfin, pas aujourd'hui parce que les bronzes n'ont pas le droit de faire le Mans en hypercar. Moi, je trouvais que c'était bien parce que là, autant par rapport à l'ELMS où t'as une classe pro, enfin entre guillemets pro qui a pas le nom de pro, mais une classe pro-am. Mais au moins en Asian, tu as systématiquement un pilote bronze dans chaque voiture. Et tu vois, ça permet de mettre les bronzes en avant. Et tu as aussi un ticket pour aller aux 24 heures du Mans. Si tu rajoutes des hypercars là-dessus avec des mecs qui n'ont peut-être pas forcément tous le niveau, j'ai un peu peur que ce soit le dawa et que ça ne sert pas à grand-chose et que ce soit plus contre-productif. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. Mais aujourd'hui, je comprends pas trop. Il y a déjà suffisamment d'offres comme ça. Les championnats internationaux, je suis désolé, mais depuis le Covid, quand il y a eu le Covid, tout le monde pensait que le sport auto allait s'arrêter. La voiture est quand même pas le vent en poupe en termes de voiture plaisir, je parle, hein, avec les taxes, avec le carburant, où c'est difficile quand même. Et finalement, les championnats internationaux, bah, ça dégueule de voiture. Et c'est plus les championnats nationaux où c'est un petit peu plus compliqué. Aussi, Laurent, il faut faire une distinction. On a évoqué hein, le cas du GT4 ou du GT Open. Il y a peut-être une distinction à faire quand même entre l'endurance et le sprint. On voit que l'endurance n'a que peu eu de difficultés ces dernières années. On voit que le sprint, là, notamment sur quelques championnats, je pense au British GT, là, sur cette saison où il y a eu un petit peu une grille qui s'est un petit peu réduite en GT3. Il y a cet aspect aussi de voir que l'endurance vraiment continue à surfer sur la vague. Hein. Attention, le sprint marche très bien. Il suffit de voir les grilles de départ en GT World Challenge, en DTM ou en GT Open, puisqu'on en parlait. Mais cet attrait de l'endurance
avec aussi des formats, Laurent, qui facilitent les choses pour les pilotes amateurs en termes de temps de roulage. C'est des choses qui reviennent souvent dans les discussions, et là on sent que les promoteurs ont aussi fait de gros efforts, que ce soit en termes d'essais privés juste avant les meetings, ou également dans les meetings. Nous, en sport auto, on a tendance à faire un peu... à pas faire comme les autres sports. C'est-à-dire que si, je sais pas, demain, enfin pas demain, mais si dans 2 ans, je me fixe l'objectif d'être au départ du Tour de France en vélo, je pense que ça va être un peu compliqué. Maintenant, si, alors je parle pas pour moi parce que ça sera aussi compliqué pour moi d'aller au Mans par exemple, mais si je veux faire du sport auto et me faire coacher et progresser, je peux entre guillemets, je vais pas dire me payer, même si indirectement je paye, je peux me payer les plus grandes courses du monde. Je peux être au départ des 24 heures du Mans, je peux être au départ des 24 heures de Daytona, je peux être au départ des 24 heures de Spa, je peux faire les 24 heures du Nürburgring, je peux faire les 24 heures de Dubaï, je peux faire les 12 heures de Bathurst. En fait, toutes les grandes courses sont accessibles d'une si t'as les moyens, et de deux si tu as un minimum de niveau. Un minimum, je dis. Hein. Parce que maintenant, nous on offre ce panel de courses possible, ce qui n'est pas le cas dans certains sports. Si demain, tu vas taper à la porte du PSG pour jouer en équipe première, on va dire, t'es gentil Coco, va jouer au fin fond de ta campagne et puis tu reviendras nous voir quand tu auras le niveau. Et même si tu as l'argent, tu peux pas le payer. Le talent, ça s'achète pas. En sport auto, tu peux acheter, alors indirectement, parce que c'est pas parce que tu mets de l'argent sur la table que tu veux y aller, mais tu as des passerelles qui te permettent de y aller. Tu vois, si tu peux dire, bon, ok, je peux pas aller en WEC, mais je peux faire le GT World Challenge Europe Sprint et Endurance, et il y a un ticket à gagner au bout. Tu fais ça, tu gagnes le... Alors, faut-il encore gagner le titre, attention, c'est pas pour ça que c'est gagné. Mais, t'as une possibilité, t'as une petite fenêtre, une porte ouverte qui t'amène au Mans. À la plus grande course d'endurance au monde. Voire peut-être même la plus grande course carrément au monde. Et c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas forcément le cas dans les autres sports. Oui, c'est clairement pas le cas. Oui. Tu vois, c'est pas un reproche, hein, c'est très bien, hein, mais c'est sûr que on a l'avantage de faire venir beaucoup de pilotes qui rêvent. Et tu peux demander, enfin, t'es bien placé pour le savoir, hein, t'es aussi souvent que moi sur les circuits. Tu peux demander à n'importe quel pilote, tout le monde va aller au Mans. Alors que tout le monde veut pas aller au Nürburgring parce que c'est dangereux, parce que c'est quand même moins une course pour les gentlemen, sauf si t'es allemand et que tu roules là-bas depuis 20 ans. Il y a quand même l'histoire du permis aussi qui limite, on va dire, ou qui nivelle l'accès. On va dire ça comme c'est ça. ça. C'est ça, t'as l'histoire du permis et moi je trouve que l'endurance c'est vachement démocratisé et que ça reste accessible, j'ai pas dit financièrement, mais accessible pour faire différentes courses et pour faire les plus grandes courses dans le monde. Laurent, on est à la bascule entre 2025 et 2026 et donc dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, nous faisons l'état des lieux de l'endurance sur cette intersaison qui sera courte, hein, puisque Laurent, le 14 décembre, on aura déjà la reprise de l'Asian Le Mans Series et également en parallèle les Gulf 12 Hours à Abu Dhabi. Laurent, les grilles de départ 2026, on a vu déjà que certaines commencent à se dessiner avec les différentes annonces que l'on voit ci et là. Comme on disait, hein, l'endurance surfe sur la vague. Il y a peu de, autant en WEC, on sait qu'on atteindra le chiffre habituel vu cette saison 2025. De ce qu'on a compris avec les différentes annonces, le GT World Challenge Europe, les 24 heures Series au vu des grilles annoncées pour Dubaï, feront également le plein. Et il y aura quelques modifications d'équipe, hein, notamment qui changent de voiture ou de nouvelles voitures qui arrivent. On a déjà évoqué cela dans les précédents numéros de Track Limit. Et également, vous pouvez le voir sur notre site internet, hein, en suivant l'actualité avec les différentes annonces. Et donc, Laurent, ces grilles de départ 2026, de ce qu'on sait, hein, seront toujours aussi complètes. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va continuer dans ce sens indéfiniment ? Moi, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Chaque fin d'année, on nous dit que si on est arrivé au pic, que ça va redescendre. Je pense que ça va pas encore redescendre l'année prochaine, parce que comme tu l'as dit, le WEC est complet, le LMS, je pense que ça klaxonne, l'Asian c'était complet, le GT World Challenge ce sera complet, l'IMSA c'est complet, pour avoir discuté avec John Doonan à Daytona il y a encore 2 semaines, ils avaient plus de 80 demandes pour les 24 heures de Daytona, et 24 heures de Daytona c'est quand même une course qui coûte un bras et les 2 jambes, hein. Ouais, c'était complet, donc ils sont obligés de refuser du monde. Et on voit, Laurent, pour rebondir sur ça, je te coupe, mais on voit qu'ils ouvrent d'ailleurs des séries un petit peu annexes, pour notamment en GT, pour essayer de faire rentrer un petit peu tout ce monde dans le giron IMSA. Hein. Il y a notamment l'IMSA VP Racing Sports Car Challenge. Il y a tous ces championnats un petit peu annexes, que ce soit pour le GT, voire le proto,
pour essayer d'absorber toute cette demande. Et c'est ce qu'on disait, même en interne, les offres se diluent, mais on fait le plein. Par contre, le côté un peu, on va dire, enfin pas inquiétant, mais la phase B du truc, du système, c'est que le problème, c'est que dans certains championnats où il y a un comité de sélection, c'est que tu n'es jamais sûr d'être pris. Donc tu peux toujours essayer de monter ton programme, parce qu'un programme, ça se monte pas au mois de février pour commencer au mois d'avril. Ça commence à se monter dès la rentrée, dès le mois de septembre. Le problème, c'est qu'au mois de septembre, tu as trois paramètres. D'une, il faut que tu réunisses le budget. Bon, ok, il faut que tu réunisses le budget. De deux, il faut que tu fasses attention à la catégorisation de pilotes. Parce que tu peux pas mettre n'importe quel équipage si jamais tu as un de tes pilotes que tu as signé, qui était silver et qui finalement passe gold. La catégorisation de pilote définitive, tu l'as quand même relativement tard, en fin d'année. Et la troisième partie, c'est que, est-ce que tu es sûr de pouvoir avoir une entrée dans le championnat? Je te prends l'exemple de l'Asian, parce que la liste a été, elle a déjà été dévoilée parce que ça commence dans une semaine. Mais tu vois, il y a au moins 7 équipes en GT qui sont restées tankées sur l'Asian. Et je pense qu'en ELMS, toutes les équipes ne pourront pas aller en ELMS. T'en as qui vont se retrouver en Michelin Le Mans Cup. Et même celles qui sont en Michelin Le Mans Cup, qui veulent passer en ELMS, ne sont pas sûres de passer en ELMS. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelle sérénité à l'équipe? Quelle assurance à l'équipe d'aller dans le championnat? Aucune aujourd'hui. Parce que tu es dépendant d'un comité de sélection. Et c'est pas parce que tu vas mettre, il n'est pas question de mettre 100 000 euros de plus sur la table pour être sûr d'avoir une place. Donc, ça, je sais que pour avoir discuté avec pas mal d'équipes dans différents championnats, tu as des équipes qui militeraient plus comme ce qui se fait en monoplace. C'est-à-dire que tu as une histoire de licence. Tu as une licence assurée pour tant de temps. Tu vois, et ça te permet plus de dire à tes prospects, pilotes, voilà, moi je vous assure que vous allez pouvoir rouler en ELMS. Maintenant, il reste la question des 24 heures du Mans. Parce que là, t'es pas sûr d'être pris en 24 heures du Mans. Et si tu prends déjà tous les engagés du WEC, les invités d'office, le comité de sélection a très peu de voitures à statuer. Il va statuer sur la LMP2, la candidature de LMP2, et quoi, et quelques GT qui vont traîner par-ci par-là. Donc le problème, c'est que le mec, il va venir chez toi, il va dire, ok, moi je vais faire la saison, j'ai 3 millions pour faire le LMS. Ok, j'ai 3 millions. Par contre, tu dis au patron d'équipe, tu dis, est-ce que tu peux me garantir le Mans? Bah non. Bah oui, mais si tu peux pas me garantir le Mans, moi je viens pas, moi je vais faire le Mans. Bah ouais, mais je peux pas. Ah, mais tu peux me le garantir quand? Bah fin février. Ah oui, fin février. Ok. Ah ouais, ok. Et tu vas peut-être aller à taper à une porte à côté avec une équipe qui a peut-être plus d'ancienneté, plus de palmarès au Mans, qui a peut-être plus de chances de séduire le comité de sélection et qui va te signer. Tu vois, donc ça, c'est une vraie incertitude. Et ça, nous, on le voit en discutant avec les différentes équipes et les différents pilotes. C'est que les gars veulent bien signer, mais ils veulent avoir la certitude de faire ça et ça. Et aujourd'hui, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, la liste des engagés, les inscriptions pour le LMS et pour le WEC sont terminées, mais tu sais pas si tu es pris. Parce que la liste n'est toujours pas diffusée. Donc même, et ça je parle pour le Mans, mais même pour le LMP3 par exemple, tu vois. T'es pas sûr d'être pris parce que t'avais, je crois, de mémoire, 10 voitures, 10 LMP3 cette année en ELMS. Et tu peux pas en mettre 50. Déjà, parce que si t'en mets beaucoup plus, enfin déjà, ils sont déjà à 45 voitures, hein, ça va être compliqué d'en mettre plus. Mais même si t'en mets plus, le problème, c'est que tu vas dépeupler ta grille Le Mans Cup. Donc après, le problème, c'est qu'il faut pas que tu prennes dans une poche pour aller dépeupler l'autre poche. C'est un peu ça, c'est un peu le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Donc les équipes aujourd'hui n'ont pas la certitude. Et ça, c'est un vrai problème. Et la concurrence est de plus en plus féroce, Laurent, entre les équipes. C'est-à-dire que les équipes vont tout faire pour essayer d'attirer ces pilotes le plus tôt possible et de façon un peu sur le long terme pour justement après se sécuriser elles-mêmes. T'en parlais au début. Certaines équipes peuvent parfois acheter des voitures mais ne pas être sûres d'être prises et ça peut mettre en péril certains programmes. Ouais, et en plus, tu as des constructeurs qu'on citera pas, mais qui veulent bien te vendre une voiture que si tu l'engages dans tel championnat. Donc, si tu veux, déjà, moi j'ai un peu de mal à comprendre le concept. Tu payes une caisse 600 000 ou 700 000 euros, puis c'est le constructeur qui te dit où est-ce que tu dois l'engager. T'as envie de lui dire, écoute, t'es pas compliqué, moi la caisse, je l'achète 700 000, je la fais brûler, je t'emmerde. Enfin, j'exagère, mais à un moment, moi je paye 700 000, j'en fais ce que je veux de la caisse. Bah non. Certains constructeurs te disent, voilà, on vous donne pas, mais on vous alloue une voiture sur le contingent qu'on a, mais par contre, vous allez l'engager dans tel championnat. Donc après, charge à toi de trouver le budget. C'est un peu compliqué, donc là, on discute tous autant qu'on est tous les jours avec les teams et les pilotes. Et là, c'est sûr qu'on est toujours un peu border et que tu as aussi l'impression que les pilotes discutent avec plein d'équipes, ce qui est normal, hein, parce qu'après, tu vas à celle qui t'intéresse le plus, mais t'en as qui sont plus capables aussi de baisser les prix pour t'attirer.
ou de pas tout compter, par exemple pas les essais d'avant-course ou pas d'essais hivernaux ou des choses comme ça. Et après, ça risque de tel pilote qui était annoncé là. Enfin, nous on le voit encore en ce moment, hein, tel pilote qui était annoncé en telle équipe, finalement il se retrouve dans une autre équipe parce que c'était mieux. Laurent, on a fait un premier point sur les grilles. Il n'y a pas que sur les grilles et dans les paddocks qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde. Laurent, les fréquentations publiques augmentent d'année en année sur que ce soit l'intégralité des championnats ou sur les différentes courses, quand ce sont des courses un peu uniques, hein, je pense notamment aux 24 heures Nürburgring. Mais force est de constater, Laurent, que ce sport auto 2025 ne cesse d'attirer du monde. Et par contre, on va amener peut-être, pas une limite, mais un point de vue sur l'évolution justement là de l'endurance, c'est que beaucoup de plus de monde, mais Laurent, le sport en lui-même a peut-être un petit peu changé. Ouais, le sport a changé comme la vie a évolué. Je pense que les gens qui avant se rendaient sur un circuit, il y a peut-être encore 10 ans, même peut-être même moins, se rendaient sur un circuit pour voir une course de voiture. Et je pense que plus le temps passe, quand t'écoutes un peu les gens parler, quand tu vois, dans les allées, dans le paddock ou quoi, que les gens viennent plus pour voir un événement sportif et un événement au sens large du terme, plus que pour voir une course de voiture. Là, ils viennent pour voir des belles voitures, viennent pour voir du bruit, enfin pour entendre du bruit, pas les voir entendre du bruit, et puis voir de la bagarre en piste. Et voir un show, tu vois, avec un paddock, avec des animations, avec tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'on est moins axé sur le côté compétition automobile au sens propre du terme, et plus sur le côté événement sportif. Donc oui, alors nous on n'est pas, quand un média qui s'appelle Endurance Info, forcément nous on a affaire aux aficionados qui sont là depuis longtemps, mais quand tu vois comment le public qui est partout, et le public, il n'y a pas que sur les courses internationales, hein. Tu vois, c'est la même chose sur les courses aussi, même nationales. Il y a de plus en plus de monde sur les compétitions automobiles. Alors c'est très bien, hein, on va pas se plaindre, hein. Mais je pense que nos histoires de balance de performance et compagnie, je pense que tu as une grosse partie du public qui n'a rien à carrer. Après, voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi je m'arrête pas aux chiffres d'affluence parce que je suis pas là pour compter chaque personne sur un circuit, mais bon. Oui, ça doit être un petit peu comme dans toute manif, il doit y avoir les chiffres police et les chiffres organisateurs. Ouais, je pense qu'à un moment, si tu veux, c'est un peu de la masturbation intellectuelle de faire des posts sur les réseaux sociaux avec on attend de spectateurs et tout, alors que pour certains, on sait que c'est faux. On va appeler un chat, hein. Il suffit d'être sur place pour s'en rendre compte, hein. Mais on peut pas nier qu'il y a plus de monde Ah, mais autour des ça, c'est circuits. sûr. Ça, c'est sûr qu'on peut pas nier qu'il y a plus de monde. Et il y a plus de monde pour tous les championnats. Maintenant, si tu veux, ouais, c'est un peu abusé, je trouve, d'aller donner des chiffres. Des fois, tu regardes sur certains meetings où tu es présent, ou même tu discutes avec les gens qui étaient présents, et quand tu as les chiffres, tu dis non mais vous n'êtes pas sérieux, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas valable que pour le sport auto, on est bien d'accord, hein. C'est un peu valable pour tout, pour les manifs. Maintenant, c'est comme ça, et c'est la vie qui suit son cours. Et Laurent, on voit aussi par contre que pour certaines épreuves, on voit quand même qu'aussi que le public se rajeunit dans certains cas. Et ça c'est bien aussi. Ouais. Alors tout à fait. Et là-dessus, il faut féliciter aussi les promoteurs, tous autant qu'ils sont. C'est de voir quand même qu'il y a de plus en plus d'animation sur les circuits et de plus en plus d'activation. Je pense que celui qui est le plus en pointe sur les grands événements, c'est l'IMSA, parce que l'IMSA a pas mal de présentations avec tous les constructeurs impliqués. Et je pense que c'est plus un côté, c'est pas une critique envers les autres championnats, mais je pense que le côté américain est plus un peu sur le show et pour montrer un petit peu ce qu'on fait à côté. Il suffit d'aller aux 24 heures de Daytona ou 12 heures de Sebring ou à Petit Le Mans pour s'en rendre compte. Mais tous les promoteurs, enfin nous on le voit plus, notamment avec les 24 heures de Spa, parce qu'on est plus à l'intérieur, si tu veux, de l'organisation, de par les commentaires et tout. Mais quand tu vois ce qui est mis en place, c'est la même chose pour Le Mans, c'est la même chose pour le WEC. Quand tu vois ce qui est mis en place autour pour les animations, pour les spectateurs, pour la restauration, pour aller aux toilettes, c'est quand même important aussi d'aller aux toilettes et de pas attendre 107 ans. Et c'est la même chose au Mans. Franchement, là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait. Et là-dessus, il faut féliciter tous les promoteurs pour la mise en avant de leur course et de leur championnat. Et il faut aussi féliciter tous les promoteurs pour le fait de pouvoir suivre en temps réel les courses, tu vois, en live streaming. Alors, je parle pas du WEC, qui est un championnat du monde d'endurance où il faut que tu payes un abonnement, mais tu peux quand même le voir gratuitement sur la chaîne L'équipe, par exemple. Faut quand même le dire. Tu vois, tu peux voir toutes les courses en temps réel.
c'est comme si tu étais sur place, ce qui n'était pas le cas en 2006. Je me souviens quand on a commencé. Je me souviens avec Anto, on avait suivi, je crois que c'est 2005 ça, quand on était encore avec Infoco, je crois qu'on avait suivi les 24 heures de Daytona à la radio. C'était une radio espagnole, alors que ni lui ni moi ne comprenons un mot d'espagnol. Tu vois, et donc il n'y avait pas d'autre moyen. La première année où je suis allé aux 24 heures du Nürburgring, on n'avait même pas les transpondeurs sur les écrans dans la voiture. Tu savais même pas qui était dans la caisse. Tu vois, donc tout ça, le live timing, tout ce qui est donné comme chiffre. Il y a un site qui est quand même, enfin, qui pour moi est la référence, c'est Alcamel, pour tout ce qui est chrono, en temps réel, que ce soit l'IMSA, le LMS, le WEC, la Michelin Le Mans Cup. Alcamel, t'as tout, les décisions sportives, les chronos par catégorie, les chronos par pilote. Tu peux tout même remonter tout dans le temps. Ça, pour moi, ça c'est, enfin, pour travailler, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est un vrai plus. Enfin, maintenant, tu peux suivre, tu as les réseaux sociaux, tu revois les actions tout de suite sur tous les réseaux sociaux. S'il y a une sortie de piste, s'il y a un abandon, t'as tellement de possibilités de suivre une course. À des moments, tu te dis, putain, il faut se battre pour avoir une valeur. À nous, on a la valeur ajoutée qu'on a d'être sur place, c'est que tu vas voir les gens. Tu vois, t'as quand même des histoires à raconter. Mais quand t'es pas sur place et que tu dois suivre une course, par exemple, tu prenais le cas tout à l'heure des 12 heures de Malaisie. Bah, je suis désolé, mais je pense que tu es d'accord avec moi, les 12 heures de Malaisie, on va pouvoir les suivre d'ici. Hein. Il n'y a pas de souci puisque Creventic met en place en général son live streaming et qu'on a effectivement, comme tu dis, les chronos. Donc d'un point de vue purement journalistique, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, vraiment le fan qui veut suivre n'importe quelle course aujourd'hui, le développement d'internet depuis plus de 20 ans et donc la multiplication des canaux de diffusion, sans oublier, comme tu dis, les réseaux sociaux qui, malgré toutes les limites qu'on peut leur apposer, permettent de voir aussi les coulisses, hein, avec les pilotes ou les équipes qui aussi essaient d'ouvrir un petit peu leurs coulisses à tout ça via les réseaux sociaux. C'est sûr que ça facilite la diffusion et ça permet aussi aux jeunes générations qui elles sont totalement versées dans ces formats de réseaux sociaux, etc., d'être tout de suite impactées par tous ces contenus qui sont créés et mis en place. Bah, c'est clair que le développement des réseaux sociaux a aussi beaucoup joué dans la démocratisation du sport auto. Moi, quand j'étais tout gamin, il y a pas 60 ans quand même. Si je voulais une photo dédicacée, genre je prenais ma plume, je prenais un bloc et je prenais un timbre, une enveloppe et j'essayais de trouver l'adresse et j'envoyais au pilote pour qu'il me renvoie des photos dédicacées. Donc ça marchait très bien en plus. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, t'es un peu has-been. Déjà parce que les pilotes n'ont même plus de photos dédicacées eux-mêmes. Il y a des cartes sur les meetings, tu vois, que tu fais signer et tout. Mais maintenant, si tu veux échanger avec tous les acteurs, c'est super simple. Hein. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Hein. Donc tu peux. Alors t'en as qui le font avec plus ou moins d'ouverture, hein, parce que t'as des pilotes qui sont pas pour la communication et t'as même des très bons pilotes qui communiquent quasiment pas sur les réseaux sociaux et je trouve qu'ils du coup sont un peu, je vais pas dire sous-estimés, mais un peu moins mis en avant. Tu vois, j'en ai deux en tête. Je te prends Antonio Garcia, qui est pas très présent sur les réseaux sociaux et qui pourtant est un top pilote, et Richard Lietz. Tu vois, c'est deux mecs qui sont hyper calmes, t'entends jamais parler d'eux, ils foutent jamais le bordel. C'est un peu l'ancienne génération, malheureusement. Non, mais t'as raison, par contre, c'est vrai, c'est l'ancienne génération quand même. Ce qui n'est pas le cas maintenant des nouveaux, enfin, entre guillemets, pas des nouveaux, mais des jeunes pilotes qui arrivent, qui ont été baignés avec les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'Antonio Garcia. Et qui sont formés par les équipes et surtout les constructeurs. Ouais, exactement. Alors que c'est sûr, si je te reprends le cas d'Antonio Garcia et de Richard Lietz, oui, t'as raison, c'est l'ancienne école et c'était encore l'école, on va dire, que Facebook, tu vois. Donc ça a vachement évolué aussi. Et les gens, en plus, sont très friands, à tort ou à raison, d'essayer de rentrer un peu dans l'intimité des pilotes. T'en as qui partagent leur vie, ça fait, enfin, tu vois, t'en as qui suivent ou qui suivent pas, enfin, et qui partagent pas. T'en as qui sont très bons. Tu prends un Lorenz Vantore est très bon. Alors, moi, ça m'intéresse parce qu'il partage pas mal de trucs vélo, donc ça me permet de voir ce qu'il fait comme vélo et ça permet de me dire, putain, là, là, il va fort, tu vois. Mais à côté de ça, t'as d'autres pilotes qui sont très, qui se foutent un peu des réseaux sociaux, ouais, qui sont un peu ancienne école. Laurent, le tableau semble, allez, idyllique, je vais pas dire parfait, mais très bon. Il y a quand même quelques limites, forcément, à tout ceci. On le voit notamment dans les évolutions réglementaires. Et moi, j'ai envie de me mettre en avant. Alors, je sais pas si tu seras d'accord sur ce premier point, mais on a en revanche l'impression que la stratégie dans les courses d'endurance actuelles a peut-être un petit peu moins de place qu'auparavant, ou alors une place qui est vraiment différente. Est-ce que tu es d'accord avec cette première limite qu'il faut mettre en avant? Alors, oui.
évidemment. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, alors ça, c'est un avis qui est strictement personnel. Moi, perso, j'éprouve de moins en moins de plaisir à suivre une course automobile, quelle qu'elle soit en tant que telle. Parce que justement, t'es trop. Enfin, il y a de moins en moins, on va pas se mentir, il y a de moins en moins de sport, il y a de plus en plus de politique, il y a de moins en moins de stratégie. Quand tu discutes avec les ingénieurs, quels qu'ils soient, c'est un peu compliqué parce que tout ce que les ingénieurs essaient de trouver comme faille ou comme zone grise, bah, l'année d'après, c'est torché parce qu'ils ont le règlement change. Et je trouve que ça donne pas lieu, si tu veux, à de l'ouverture. Alors ça, c'est un vrai regret, franchement. Et puis parce que dans 90% ou 80% des cas, on va dire hors LMP2 et LMP3, bah à la fin de la course, je sais jamais si c'est le meilleur qui a gagné. Moi, c'est pas une critique envers la BOP, hein, parce qu'elle est là, on peut pas faire autrement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je sais pas moi, enfin, je suis capable de te sortir une liste de 20 très très bons pilotes. Il y a 10 ans, j'étais capable de t'en sortir 5 et de te dire que c'était les top pilotes. Aujourd'hui, je t'en sors 20 et je suis pas sûr, peut-être que j'en oublierai et il y en a certains, peut-être que je me tromperai. Et pour moi, ça, c'est un peu le côté pervers du truc. C'est que le côté, comme tu dis, le côté stratégie, le côté sport, bah, on a un peu tendance à le perdre. Comme on a un peu tendance à perdre aussi, alors, plus pour nous, mais le côté humain et le côté histoire humaine à raconter. Tu vas raconter une histoire humaine aujourd'hui pour que les gens te parlent réellement, ça devient compliqué parce que eux ont beaucoup de contraintes. C'est ce que j'allais te dire, trop de contraintes médiatiques. Bah, médiatique, ouais, médiatique. D'image. D'image, mais c'est même pas. Enfin, si tu veux, moi j'en veux à aucun championnat, parce que c'est pas un problème de championnat, tu vois. Mais sur certains championnats, c'est difficile de travailler parce que c'est difficile d'avoir d'avoir de l'intimité. Moi, j'aime bien avoir les gens en tête à tête et les gens avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, où t'as pas le chrono qui tourne, où t'as pas quelqu'un qui est à côté pour dire ah ben non ça tu peux pas le dire, ah ben non mais ça il faut pas le dire, ah ben ça il faut pas l'enregistrer, ah mais ça il faut le couper. On fait, putain, à un moment, moi je dis mais oh, on fait du sport auto, des caisses qui tournent en rond sur un circuit. On va pas sauver des vies, on va pas sauver la face du monde, on va pas redresser la France. Si tu veux, enfin on est tous aussi bien toi que Thibaut que moi, on est bien placés pour le savoir que sortir des infos ça devient compliqué parce que t'as tout le temps quelqu'un qui vient de brailler dessus et des infos qui sont vraies en plus, même pas des infos qui sont fausses. Et à un moment, si tu fais pas ça, bah faut se contenter de sortir les communiqués de presse et puis ça s'arrête là. Mais c'est quoi l'intérêt? Quelle est ta valeur ajoutée après? Donc ça, c'est quelque chose enfin, depuis 2006, c'est quelque chose que je trouve qui moi a évolué, mais aussi parce que le sport auto a évolué et l'endurance a évolué. Et plus largement, peut-être aussi la société a évolué et ce que veulent les marques très en contrôle. Alors, dans un sens, c'est compréhensible, hein, elles sont dans leur rôle d'essayer d'avoir une certaine maîtrise de leur image, de leur communication, pas de problème là-dessus. Mais est-ce que à terme, ça ne leur sera pas préjudiciable, justement, que tout soit trop formaté et sans saveur, quoi. Moi, je prends toujours l'exemple de Gérard Neveu, qui dirigeait le WEC, qui, je me souviens très bien, on avait fait un meeting, on était plusieurs journalistes, et c'était à l'époque des LMP1, 2 mégajoules, 4 mégajoules, 6 mégajoules, 8 mégajoules, que le commun des mortels ne comprend rien et on a strictement rien à carrer. Et lui avait un discours qui, moi, m'avait plu, en disant, les mecs, on s'en fout que ce soit 2, 4, 6, 8, parlez des hommes, parlez des pilotes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du côté technique que ce soit 2 mégajoules, 4 mégajoules, 6 mégajoules? Parlez plus des relations ou des histoires humaines. Et là-dessus, il avait totalement raison. Alors maintenant, un peu moins, mais avant, entre les différences LMH, LMDH, les jokers, les trucs, putain, non, enfin, ok, c'est bien, il faut en parler. Nous, on doit en parler en termes journalistiques. Non, on doit en parler. Maintenant, moi, perso, ça me fait pas rêver. Tu vois? Moi, ce qui me fait, à la limite, le plus kiffer, c'est d'aller voir quelqu'un et de discuter, discuter à bâton rompu et que t'es quelqu'un, tu vois, là, je prends l'exemple de, ça va être publié incessamment sous peu, assez longuement discuté à Daytona avec Louis Delétraz, qui te racontait que son père l'avait interdit de faire du karting et qu'il s'amusait pendant 2 ans à faire des courses de caisse à savon. Et qui te racontait l'histoire de volant qui était monté à l'envers, qui au lieu de tourner à droite allait à gauche. Moi, c'est un truc, ça c'est un truc qui me fait kiffer. Parce que j'apprends quelque chose et parce que c'est naturel, tu vois. Et ça permet d'humaniser en plus le pilote. Et je trouve que le pilote est moins mis en avant. Déjà, je trouve que de plus en plus les pilotes sont un peu les larbins des constructeurs. Et ça, pour moi, c'est un peu dommage et que le pilote n'est pas forcément le dernier maillon. Ça a évolué, ça, tu penses, par rapport à justement il y a 20 ans? Est-ce que les pilotes sont moins
les premiers paramètres, on va dire, ou les premiers éléments du sport auto mis en avant. Pierre, tu n'as même pas besoin de me poser la question. Tu parles avec les pilotes comme moi en off, tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mais il faut que je contextualise aussi pour nos auditeurs, que eux comprennent aussi l'évolution. Tu sais très bien que c'est plus que c'était il y a 10 ans, que le pilote, il est bon maintenant, il monte dans la voiture et il s'en va. Il fait, là, tu dois rouler en temps de temps, là, tu dois sauver du carburant, là, t'as un target lap time, tu dois rouler en temps de temps. Ah, mais là, tu peux pas rouler plus vite parce que si tu roules plus vite, on aura une mauvaise BOP. Ah, mais là, il faut que tu ralentisses. Enfin, ok, mais c'est pareil, c'est même pas une critique, c'est juste que ça a évolué. Et peut-être que, tu vois, les nouveaux journalistes qui vont arriver ou les gens qui font plus de réseaux sociaux, eux vont s'en accommoder. Moi, j'ai plus de mal à m'en accommoder, pas parce que je suis trop vieux, mais parce que j'ai vécu avant. Enfin, j'ai connu ce qui était avant. Et si tu vas questionner je sais pas, je te prends l'exemple de Jean-Marc Tessèdre, qui pour nous est un peu la Bible, tu vois, la référence, ben lui, il va encore te dire qu'il a connu ce qui était avant. Tu vois, où c'était encore plus facile. Il suffit de lire ces textes. Hein, tu as des histoires qui, aujourd'hui, nous, pour notre époque, sont totalement impensables. Et exactement. Et heureusement que t'as encore des gens quand même qui sont dans le paddock, qui sont charismatiques et qui, s'ils ont envie de dire la vérité, alors peut-être aussi parce qu'on les connaît très bien, c'est peut-être plus facile, mais t'as quand même encore des gens dans le paddock qui n'ont pas la langue de bois. Je te prends un exemple tout simple, c'est Sébastien Bourdet. Bah, Sébastien Bourdet, on peut dire ce qu'on veut, mais le mec, s'il a envie de te dire qu'il avait une BOP de merde, il va te dire qu'il avait une BOP de merde. Il va peut-être pas le dire comme ça, certes. Mais dans le fond, c'est ce que ça voudra dire. Tu vois, alors que les autres, je vais pas citer de nom, mais ça m'est arrivé après l'arrivée des 24 heures du monde, aller voir un pilote après l'arrivée. Le pilote, il te dit, bah écoute, je suis désolé, mais je peux rien te dire. Parce que j'ai pas le droit de te dire ce que je pense. Politiquement correct, voilà, c'est ça. J'ai pas le droit de te dire ce que je pense. Parce que si je te dis ce que je pense, je vais me faire défoncer. Et pourtant, ce que je pourrais te dire, ben, ce sera la vérité. Donc je veux bien te le dire off parce qu'on se connaît. Mais par contre, je te le dis pas, je peux pas te le dire. Parce que sinon, c'est moi qui vais me faire défoncer. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué. Mais je te dis, c'est l'époque, le monde a évolué, le monde change et le sport auto a changé. Et nous, on a connu on a connu le avant. En fait, quand Endurance Info a été créé, c'est un peu à la création de Facebook, tu vois. Et maintenant, tu as Instagram, tu as TikTok, tu as X qui s'est développé. Enfin, tu vois, tu as multitude de possibilités pour communiquer. Et même nous, tu vois, pour certaines infos, il faut aller les chercher sur les réseaux sociaux parce que tu reçois de moins en moins de communiqués de presse et que maintenant, il faut que tu passes ta journée à scroller, à regarder si tu n'as pas raté une info. Parce que sur Internet, si tu es le 4e ou le 5e à publier, bah, tu sais que les gens l'ont vu avant parce que les gens passent leur temps à scroller. Et tu te retrouves perdu et tu n'es pas dans les bons algorithmes et voilà. Et moi, ça, c'est difficile. Enfin, je parle pour mon cas personnel. C'est difficile parce que c'est hyper énergivore. Tu vois, donc il y a des trucs, il y a des endroits. Tu prends les essais, par exemple, à Daytona en IMSA, où tu avais très peu de médias parce qu'on était 3, où les pilotes étaient à la cool, où tu n'avais pas d'attaché de presse. Alléluia, hein, t'envoies un message WhatsApp au pilote, tu lui donnes rendez-vous au cul de la caravane, au cul du camion à telle heure. Le mec, il est là et t'as personne pour t'enregistrer. Bah déjà ça, tu vas aux 24 heures de Daytona fin janvier. Alors, avec certains, oui, on va dire, tu vas voir tous les pilotes LMP2, t'as zéro problème. Tu vois, mais si tu vas aller voir les pilotes, par exemple, en hypercar, tu peux, parce que t'as des pilotes avec qui on a des relations, on va dire, plus soutenues. Mais si tu veux voir un tel, bah, ce sera à telle heure, à tel endroit. Et encore une fois, je te dis, c'est pas un reproche, c'est juste un sport qui a évolué. Laurent, on a fait le tour et l'état des lieux un petit peu de l'endurance version 2025 et qui va déborder sur 2026 puisque nous sommes à la charnière entre ces deux saisons avec, on vous le rappelle, l'Asian Le Mans Series qui commencera dans une dizaine de jours à Sepang en Malaisie. Merci Laurent pour ce petit débriefing, tour d'horizon, analyse, vous mettez le mot que vous voulez. On vous rappelle Laurent que sur Endurance Info vous pouvez d'ores et déjà voter pour les Awards 2025, nos traditionnelles récompenses de fin d'année avec la liste des prix qui seront attribués, qui est disponible dans l'article actuellement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez aller voir et donc vous aurez toutes les modalités pour exprimer votre vote. Il y a le pilote de l'année, l'équipe de l'année, le top, le flop, enfin vous pouvez lire et n'hésitez pas à envoyer vos votes et il y aura une première sélection faite par nos soins et ensuite il y aura le vote final dans quelques jours et vous pourrez également prochainement voter pour votre coup de cœur de l'année avec 2 barres automobiles.
Laurent, il y a également toute la liste de nos coups de cœur et vous pourrez choisir votre propre coup de cœur à partir de cette liste. Donc on vous encourage à aller sur Endurance Info. J'ai choisi le coup de cœur, moi. Il sera dévoilé en temps voulu. Laurent, merci en tout cas pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, et on se donne rapidement rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt.